Hier, on avait commencé à voir chez Kant la distinction entre deux types de beauté, deux formes de beauté, et on s'était demandé à quoi cette distinction pouvait correspondre, en quoi on pouvait l'utiliser pour penser, en fait, la question du rapport entre le beau et l'utilité. Alors, petite synthèse sur ce qu'on avait commencé à voir, mais avant cela, je relis le texte pour que vous l'ayez bien en tête. Donc, Kant, critique de la faculté de juger analytique du beau, il existe deux espèces de beauté, la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l'objet doit être, la seconde suppose un tel concept et la perfection de l'objet d'après lui. Les beautés de la première espèce s'appellent les beautés existant par elles-mêmes de telle ou telle chose, l'autre beauté, en tant que dépendant d'un concept beauté conditionnée, est attribuée à des objets compris sous le concept d'une fin particulière. Des fleurs sont de libre beauté naturelle. Ce que doit être une fleur, peu le savent, hormis le botaniste et même celui-ci, qui reconnaît dans la fleur l'organe de la fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. Donc quand il voit un pistil, même le botaniste ne dit pas «Oh, pour un pistil, c'est un beau pistil». Dans l'appréciation d'une libre beauté, simplement suivant la forme, le jugement de goût est pur. On ne suppose pas le concept de quelque fin pour laquelle serviraient les divers éléments de l'objet donné, et que celui-ci devrait ainsi représenter, de telle sorte que par cette fin, la liberté de l'imagination, qui joue en quelque sorte dans la contemplation de la figure, ne saurait qu'être limitée. Alors, quelle est la signification de la distinction entre beauté libre et beauté adhérente? Petite synthèse. Donc, Kant dans, il faut noter, Kant dans, allez, Robin, pareil, au taquet, Kant, K-A-N-T, K-A-N-T. Non, il n'y a pas de E. Kant, allez, on s'y mêle, hein. Dans la critique de la faculté de juger, ouais, Kant, K-A-N-T, distingue dans la critique de la faculté de juger, critique de la faculté de juger, deux conceptions, deux espèces, mais deux conceptions de la beauté, de juger. Kant distingue dans la critique de la faculté de juger deux conceptions de la beauté. Deux DEX, ouais. Ouais, oui, sinon ça n'a pas de sens. Deux conceptions de la beauté. La beauté libre, la beauté libre, et la beauté simplement adhérente. La beauté libre et la beauté simplement adhérente. La beauté libre est celle qui plaît absolument. La beauté libre est celle qui plaît absolument.
C'est-à-dire, la beauté libre est celle qui plaît absolument, c'est-à-dire indépendamment de la finalité de l'objet considéré. Par exemple, indépendamment de l'objet considéré. Par exemple, on peut juger qu'une fleur est belle ou qu'un nuage est beau sans être botaniste ou météorologue. Météorologue. Ou météorologue, je ne sais plus. Attendez, faites-moi la grâce d'attendre 2 secondes. C'est météorologue ou météorologue? J'ai un doute. C'est bien météorologue. C'est très moche, mais c'est comme ça. Météorologue. Mais je crois que tout le monde dit météorologue en fait, parce que c'est trop compliqué à dire. Alors, la beauté libre est dite libre. La beauté libre est dite libre. Parce que face à elle, la beauté libre est dite libre. Parce que face à elle, l'imagination joue librement, en toute liberté. Alors que, pour ce qui concerne la beauté adhérente, alors que pour ce qui concerne la beauté adhérente, pour ce qui concerne la beauté adhérente, la forme de l'objet est rapportée à sa fonction. Par exemple, lorsqu'on parle d'un bel athlète, d'un beau bébé ou d'une belle vache, on veut dire que ces objets correspondent à l'idéal qu'on s'en fait.
Autrement dit, ce qu'on veut dire, je crois qu'on en avait parlé un petit peu hier, il me semble, à propos des films Marvel. Ce qu'on veut dire, c'est pour une vache, c'est une belle vache, pour un athlète, c'est un bel athlète, pour un bébé, pour un enfant, c'est un bel enfant. C'est-à-dire que ça va coller à l'idée préconçue qu'on peut, au préjugé sur le plan formel que l'on s'en fait. Alors, on peut donc distinguer une forme de beauté pure qui serait libre. On peut donc distinguer une forme de beauté pure qui serait libre. Et qui serait libre et qui relèverait, on pourrait dire, du génie de la nature ou de l'artiste, qui relèverait du génie de la nature ou de l'artiste, et dont la caractéristique serait l'originalité. Et une forme impure, une forme impure de beauté. Alors quand je veux dire impure, je veux pas dire harem, je veux pas parler d'impureté culturelle ou religieuse. Je veux dire que c'est comme l'alcool pur et l'alcool mélangé. Je veux dire que c'est une forme de beauté qui est mixte en fait, qui est subordonnée à autre chose. Une forme impure de beauté qui serait subordonnée. Bah justement, c'est pas libre. C'est pour ça que je parle de beauté impure, de beauté en fait mixte, qui serait subordonnée à une fin et à des normes préalables. Alors, ne notez plus rien, mais il faudrait qu'on en discute. Il y a en fait ici très clairement une démarcation entre ce que doit être la beauté et ce qu'on nous vend comme de la beauté peut-être et qui n'en est pas vraiment. C'est-à-dire, il y a d'une part cette beauté pure qui plaît à l'imagination, qui laisse libre en fait totalement l'imagination, beauté qu'on peut retrouver par exemple dans la peinture la plus délirante, la plus incroyablement imaginative. Et puis vous avez une beauté qui va consister à suivre des modèles imposés et qui va donc reproduire techniquement. C'est pour ça qu'à mon avis, on peut ici réintroduire la question de la technique, qui va reproduire techniquement des formes que l'on attend. Euh, Typiquement, qui a vu Top Gun ici, le film d'avion avec Tom Cruise? Top Gun, c'est un des plus gros blockbusters des années 80, à moins que ça soit le début des années 90, mais il me semble que c'est la fin des années 80, vous vérifierez. Euh, Top Gun, c'est avec Rambo, Rocky et tout ça, c'est un grand blockbuster des années 80, qui a été produit par un type qui s'appelle, zut, ce n'était pas les frères Weinstein, c'était, zut, comment s'appelle-t-il? Un autre gros producteur d'Hollywood, bah, c'était le gars de la Paramount. Il me
semble que c'est zut. Dans les années 80, c'était Michael Eisner évidemment, mais alors le producteur exécutif du film, je ne sais plus qui c'était. Bref, peu importe. Et le type avait dit, en fait, le type avait eu l'idée de génie de demander à des adolescents qui sortaient d'un film ce qu'ils aimaient voir dans les films. Et donc, en gros, c'était une bande avec des gros seins, déjà, c'est très important, de l'aventure, du patriotisme, de la camaraderie entre hommes, etc., etc. Et le producteur était revenu en fait de ces interviews en disant, bah voilà, on a la recette pour produire un film à succès. Ok. Donc le type s'était pas demandé ce que devait être un bon film, il s'était demandé ce qu'était un bon film pour un certain public, et il avait une feuille de route. Il a dit, bah tiens, on va faire un film avec du patriotisme, une blonde avec des gros nichons, et de la camaraderie entre mecs, et ça va nous donner Top Gun, qui est un film qui n'a sincèrement pas beaucoup d'intérêt, sauf parfois son comique involontaire. Ok. Bah ça c'est génial si vous voulez. C'est comme ces romanciers à succès qui ne se demandent pas s'ils doivent faire de la grande littérature, qui se demandent simplement ce qu'il faut faire pour vendre des livres. Ils ont tout compris quoi. Et ça vous donne Fifty Shades of Grey, ça vous donne Twilight, ça vous donne les romans de Marc Lévy, ça vous donne bon, tous ces navets, on pourrait dire, qu'on vend en supermarché. Ok. C'est le type qui trouve un créneau et qui s'y tient. Et donc qui va faire de l'œuvre d'art un objet purement technique, un objet purement commercial, donc purement technique. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Euh, un truc qui me frappe dans la musique notamment, c'est les effets de mode. Euh, J'aimerais bien qu'on me fasse écouter des rappeurs français à succès qui ont du succès, qui soient français et qui soient rappeurs, qui soient véritablement différents les uns des autres en termes de style musical. Alors, euh, le petit Oreslan, il est différent parce que manifestement, il n'a pas exactement les mêmes choses à dire que les autres. Mais il y a beaucoup, si vous voulez, de chanteurs. Je pense en particulier à des chanteuses, en fait, alors qui font pas du rap, hein, qui font leur espèce de variété auto-tunée qui ressemble vraiment à rien. Et résultat des courses, quand elles chantent sans autotune, hein, quand Camélia Jordana et Iseult se mettent à chanter du Brel, ça ressemble à un chat qu'on est en train d'émasculer sans anesthésie. Donc, hein, dans Goldfinger, euh, Sean Connery, qui joue James Bond, dit on lui demande s'il aime bien les Beatles, et il dit oui, j'adore, surtout avec des boules caisses. Bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Comme quoi, on est tous le réac d'une époque. Mais globalement, quand même, je pense que si Sean Connery était encore vivant et qu'on lui avait fait écouter du Camélia Jordana, ça l'aurait tué tout de suite. Euh, Bref, tout ça pour dire que c'est des produits qui sont purement marketing, qui sont purement standardisés. D'ailleurs, vous prenez les interviews de ces deux nanas, elles disent strictement la même chose parce qu'elles ont été coachées à peu près par les mêmes personnes. Euh, c'est c'est du produit standardisé qui va plaire. Je leur jette la pierre, mais je ne devrais pas, hein. Quand il y a eu, quand Clint Eastwood a fait ces films de flics ultra violents, un poil racistes, mais libertaires, les Italiens ont copié ces films et ils en ont fait des centaines. Quand les Américains se sont mis à les Italiens copient tout, hein. Quand les Américains se sont mis à faire des westerns un petit peu plus violents, un petit peu plus sexy, les Italiens ont inventé le western spaghetti. Bref, et donc il y en a eu des centaines à la chaîne, de moins en moins bons d'ailleurs, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que l'artiste, c'est pas celui qui est original, hein. Le plus souvent, il y a un artiste qui est original et les autres suivent la mode. Alors,
Ouais, c'est celui qui fait en premier, mais même, enfin, on peut dire que Picasso n'a pas inventé le cubisme, enfin, si vous voulez, il y a les modes en peinture, c'est délirant, si vous voulez. On parle même d'école pour désigner, voilà, un certain type de paysage, un certain type de couleur, une certaine touche, ok, dans l'application des couleurs. C'est vrai que le conformisme triomphe dans l'art. Il ne faut pas croire que l'art, c'est le domaine de l'originalité. Et globalement, c'est vrai aussi en littérature, quoi. Il y a eu combien de petits Zola après Zola? Il y a eu combien de petits Simenon après Simenon, etc., etc. C'est vrai. Et en même temps, on peut se dire que l'ambition de l'art, c'est justement de parvenir à l'originalité. Alors, petite synthèse là-dessus. Petite synthèse là-dessus. On peut voir, est-ce que Paul est réveillé et Hamza sont réveillés? C'est quand même le grand doute que j'ai là. Alors, Paul, ouais. Alors, si vous voulez, je voudrais que vous me montriez, vous me manifestiez physiquement votre réveil en vous tenant comme des êtres humains. Voilà. C'est-à-dire, enfin, Robin, j'ai un peu renoncé. Ah, Robin, je vais le surnommer la marque rouge. Euh, donc, voilà, tenez-vous droit, quoi, comme des hommes. Donc, petite synthèse là-dessus. On peut voir dans cette distinction, on peut voir dans cette distinction celle qu'il peut y avoir entre, on peut voir dans cette distinction celle qu'il peut y avoir entre un art authentique, un art authentique qui recherche librement la beauté, en s'appropriant de manière originale une forme, en s'appropriant de manière originale, c'est-à-dire géniale en fait. Genial en anglais, ça ne veut pas dire génial, ça veut dire original. Ok. De manière géniale, pardon, en s'appropriant de manière originale, c'est-à-dire géniale, une forme, et un art dégradé, oui, un art dégradé, une forme artistique dégradée, ça veut dire inférieur, quoi. Un art dégradé qui reproduit techniquement ce qui plaît au public. Un art dégradé qui reproduit techniquement ce qui plaît au public. L'art devient alors un moyen efficace pour vendre. L'art devient alors un moyen efficace pour vendre. Alors, j'ai eu une discussion assez passionnée, hein, pas du tout houleuse d'ailleurs, mais j'ai vraiment fait, sans vouloir me flatter, j'ai vraiment fait un excellent cours tout à l'heure à 8 heures avec vos camarades de D1, parce que on a parlé de la question du métissage culturel. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Augustin. Ouais.
Augustin, alors il m'a rien appris, hein, mais je le savais, il m'a dit, en fait, l'apparition du rap sur MTV au milieu des années 80, a fait que le regard des Américains sur un certain type de corps féminin, alors il l'a pas dit exactement comme ça, hein, a changé. Avant, les Américains aimaient alors, dans les années 50, ils aimaient les femmes blondes et plantureuses, type Marilyn Monroe. Ensuite, ils ont aimé les femmes blanches, toujours maigres et élancées, type, je ne sais pas moi, comment s'appelait type Jacqueline Bisset, ok, ou Ali McGraw, donc star des années 70. Et puis avec le rap, il y a eu un certain type de corps féminin qui ont été mis en avant, des femmes noires avec beaucoup de formes, et notamment un popotin assez imposant. Et Augustin disait, vous voyez, les goûts changent, les normes changent, etc., etc. Et cetera. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est pas ça l'enjeu, en fait, du métissage culturel dans la société de consommation. Ce n'est pas un phénomène de mode. Non, c'est autre chose qui se joue à ce moment-là, je pense. Il y a toujours eu de la... Enfin, on est français, c'est nous qui avons inventé la mode, hein. On a inventé la mode au 18e, au XVIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Quand le roi s'habillait d'une certaine manière, il fallait s'habiller à la manière du roi. Et mais justement, dans les sociétés, on va dire, plus anciennes, on pourrait dire même jusque dans... Il suffit de regarder la tronche qu'ont les Césars aujourd'hui, hein, la cérémonie des Césars aujourd'hui, et la tronche qu'avaient les Césars il y a 40 ans. C'est pas tout à fait la même ambiance, hein, deux salles, deux ambiances. Euh, on était à une époque où il y avait une élite sociale qui était homogène ethniquement, culturellement, socialement. C'était la bourgeoisie blanche, cultivée, avec une culture classique. Et ce qu'on appelait le beau, c'était précisément ce que la majorité des gens avaient du mal à se payer, hein. C'est-à-dire les tableaux qu'on pouvait voir chez les grands bourgeois, les livres en fait, on a inventé le roman pour cette classe sociale-là, pour la bourgeoisie, donc un certain art romanesque, le costume, hein, la cravate, et le beau était d'une certaine manière l'uniforme de l'élite. Et on pouvait parler d'une certaine forme de conformisme. La majorité des gens n'avaient pas le pouvoir d'achat permettant d'accéder à ces biens de consommation, mais ça ne les empêchait pas justement d'idéaliser ces biens de consommation. Que se passe-t-il dans les années 70-80 ? Il y a très clairement de plus en plus de gens qui peuvent consommer de plus en plus, et en particulier des classes sociales traditionnellement considérées comme inférieures, qui vont avoir beaucoup d'argent à claquer dans la fringue, dans la musique, dans le cinéma, etc., etc., dans la société du spectacle, des loisirs et de la fanfreluche. Résultat des courses. Prenez un type comme moi, hein, qui vient plutôt d'un milieu favorisé. Il y a 50 ans, j'aurais eu que des costumes. Que des costumes. Il y a 50 ans, j'aurais eu que des costumes. Enfin, allez, mettons, il y a 70 ans, j'aurais eu que des costumes. Euh, Aujourd'hui, j'ai des costumes, mais j'ai aussi des t-shirts, des sweatshirts, des baskets, etc., etc. Donc, en fait, j'ai consommé 2 fois plus, voire 3 fois plus. Et donc, ce que j'ai expliqué à Augustin, c'est que le phénomène qui va se passer à la fin de la mondialisation, on va dire, c'est pas un phénomène de mode, c'est le fait que chaque communauté, chaque micro-société va pouvoir prétendre accaparer le beau, alors qu'avant le beau était l'apanage d'une élite sociale. Et c'est pas une merveilleuse nouvelle, ça veut dire que la société de consommation et le système se portent très bien en fait.
Ça veut dire que les femmes, à partir d'un certain âge, là je vais encore me prendre une volée de bois vert de la part de ma mère, qui est légèrement féministe sur les bords. Enfin, en même temps, je peux la comprendre. Euh, les femmes, à partir d'un certain âge, ne vont plus s'habiller, en fait, comme si elles avaient un certain âge. Elles vont continuer à s'habiller comme leurs filles, par exemple. Ça, je vois ça énormément à Paris. Des rombières qui ont largement passé 60 ans et qui continuent à s'habiller comme si elles étaient au lycée. Pareil pour les mecs, hein. Moi, je devrais pas être en jean. Je ne devrais pas être en jean. Mais oui, c'est très marrant parce que non, mais je sais, mais quand James Dean, Steve McQueen arrivent à Hollywood, surtout James Dean et Marlon Brando, ils ont, allez, 25 ou 30 ans, ils ont des t-shirts et des jeans, et on va leur dire, arrêtez, enfin, les adultes sérieux vont leur dire, arrêtez de vous habiller comme des gamins. À votre âge, c'est chemise, cravate, costume. Ok. Maintenant, il y a des types de 70 ans qui portent des jeans. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Clint Eastwood dans leur jeunesse porter des jeans après 30 ans, etc., etc. Donc vous comprenez que c'est pas seulement un phénomène de mode, hein, c'est un phénomène d'explosion, d'éclatement du goût en des myriades en fait de niches de consommation. Je n'écoute, il y a 70 ans, je n'aurais écouté que de la musique classique et éventuellement du jazz. Il y a 2 siècles, je n'aurais écouté que de la musique classique. Aujourd'hui, j'écoute du rap, du rock, de la musique électronique, du jazz, de la musique classique. Enfin, j'écoute vraiment de tout. Bah, les producteurs de musique se frottent les mains. C'est génial un type qui écoute de tout, parce qu'il consomme de tout. Donc il consomme plus mathématiquement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, pas la peine de le noter, ça, je pense, mais vous voyez que c'est pas un hasard si dans les années 20 va naître le marketing. Un type qui s'appelle Edward Bernays, qui est le neveu, il me semble, de Freud, hein, de Sigmund Freud, qui est un psychanalyste autrichien. Edward Bernays va faire sa carrière à New York, sur Madison Avenue. Donc c'est l'endroit où on invente la publicité. Et le type va dire, mais plutôt que de faire de la propagande, complètement idiot, plutôt que de mettre des affiches partout, de coller des affiches partout, ce qu'on va faire, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'on va, on va cibler les publics de consommateurs, et plutôt que d'afficher, on va leur proposer des modèles. Et le type va se rendre compte que, effectivement, les Noirs, les Latinos, les Italiens, l'immigration italienne, les WASP, donc les Blancs protestants, ne consomment pas la même chose, ils n'admirent pas les mêmes personnes, et il faut leur... C'est comme les influenceuses sur Instagram, si vous voulez. Il faut leur donner des modèles, et c'est ça qui va les inciter à consommer. Dis-moi qui tu admires, et je te dirai comment tu vas consommer, c'est-à-dire tu vas essayer de consommer comme ceux que tu admires. Ouais, c'est ça. Typiquement, je fais une publicité pour une marque de montre que j'aime pas particulièrement d'ailleurs, Tag Heuer, montre américaine qui a été portée par un acteur très célèbre qui s'appelle Steve McQueen dans les années 70. Je crois qu'on voit encore ses pubs avec Steve McQueen d'ailleurs dans certains journaux. C'est très simple, Steve McQueen, il y avait la moitié de la population, donc les mecs qui voulaient être Steve McQueen, et il y avait l'autre moitié de la population, c'est-à-dire les filles, qui voulaient coucher avec Steve McQueen. Vous jouez sur les deux tableaux quand vous montrez une montre, quand vous exhibez une montre portée par Steve McQueen, parce que les femmes vont vouloir l'offrir à leur mari pour oublier qu'il n'est pas Steve McQueen, hein, et les types vont vouloir se l'offrir précisément pour la même raison. La clope. La clope. Il y a trois choses que la clope, la voiture, l'alcool. Il y a trois choses que les hommes font à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et que les femmes n'ont pas le droit de faire: conduire, boire, fumer. Hein. Et si possible, pas en même temps. Euh, les,
vendeurs de voitures, les vendeurs de cigarettes, les vendeurs de scotch vont se rendre compte qu'ils vont multiplier par deux leurs profits en multipliant par deux leur marché. Et donc, ils vont devenir féministes. Ils vont devenir féministes, hein, non pas par bonté d'âme, mais par appât du gain. Alors écoutez, je vous libère parce qu'il faut que je libère un de mes collègues en salle de surveillance du bac blanc pour les séries générales. Alors c'est pas ma classe, il se trouve, que je surveille, mais oui, enfin si vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est ne pas les corriger. Ça va me faire des vacances. Donc vous serez corrigés, vous aussi, par d'autres professeurs que moi, à qui je vais dire d'être très très méchant avec vous.